Quand vous regardez le ciel nocturne, vous pouvez voir des milliers d'étoiles à l'œil nu, loin des lumières de la ville. En réalité, il y a beaucoup plus d'étoiles dans le ciel qui sont trop faibles pour être vues. Chaque étoile que vous pouvez voir fait partie de notre galaxie, la Voie lactée, notre foyer céleste qui fascine les gens depuis des siècles, la bande scintillante d'étoiles, de poussière, de gaz et de matière noire qui composent le ciel nocturne nous attire. Tous ces éléments sont maintenus ensemble par la gravité, alors que nous naviguons à travers le cosmos. Une énigme intrigante émerge à quoi ressemble vraiment la Voie lactée. De quoi est-elle composée et où se situe notre système solaire en son sein? Les astronomes se sont posé ces questions fondamentales pendant des siècles, et trouver des réponses n'a pas été une tâche facile. Pourtant, au-delà de sa beauté lumineuse, se cache une tapisserie de mystères attendant d'être élucidée. Rejoignez-nous aujourd'hui dans une incroyable aventure autour de la Voie lactée pour découvrir ses mystères, ses merveilles et sa majesté. Vous êtes probablement déjà un peu familier avec notre système solaire. Vous savez probablement déjà qu'il contient 8 planètes, en plus de la Terre, du Soleil, des lunes et de plusieurs autres corps célestes comme des astéroïdes et Pluton. Cependant, il y a beaucoup plus au-delà du système solaire que vous ne connaissez peut-être pas. Depuis la Terre, nous pouvons voir environ 6000 étoiles sans utiliser de télescope. Bien que cela semble être un grand nombre d'étoiles, cela représente une très petite portion du total. En fait, pour chaque étoile que vous pouvez voir, il y en a plus de 20 millions que vous ne pouvez pas voir. La majorité des étoiles sont soit trop faibles, soit trop éloignées, soit cachées par des nuages de poussière cosmique. Bien que la Voie lactée contienne toutes ces étoiles, il existe également d'autres galaxies plus grandes, comme la galaxie d'Andromède. Chaque galaxie est un système composé de divers vestiges stellaires, de milieux interstellaires et de systèmes stellaires. Les astronomes estiment qu'il y a 100 milliards de galaxies dans le cosmos, bien qu'il ne soit pas certain l'espace intergalactique, qui contient un gaz ténu, se situe entre les galaxies, compte tenu de la taille de notre système solaire et du fait qu'il n'est qu'un parmi tant d'autres dans notre galaxie. Il est compréhensible que l'univers soit considéré comme infini. Cela aide vraiment à mettre en perspective la petitesse de la Terre et de l'humanité dans l'immensité du cosmos. Grâce à l'utilisation de radiotélescopes et de télescopes à rayons X, les scientifiques ont pu recueillir des informations au cours du siècle dernier sur la composition du milieu interstellaire. Ils ont montré qu'il est composé d'atomes d'hydrogène ionisés extrêmement diffus, de poussière et de rayons cosmiques dispersés dans d'épais nuages de gaz qui sont censés être le lieu de naissance de nouvelles étoiles. Mais en raison du Soleil, des 8 planètes et d'un lointain disque de débris appelé la ceinture de Kuiper, la nature précise de l'espace, juste à l'extérieur de notre système solaire, est restée en grande partie inconnue. La ceinture de Kuiper se trouve entre 30 et 50 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil. La magnétosphère, une énorme bulle protectrice créée par le vent solaire, entoure tout dans notre système solaire. Cette bulle agit comme un bouclier invisible, repoussant le milieu interstellaire
et empêchant la plupart des rayons cosmiques dangereux et d'autres matériaux d'entrer. Alors que le Soleil et ses planètes environnantes traversent la galaxie, sans l'héliosphère, la vie aurait certainement évolué différemment, ou peut-être même pas du tout. La région où la bulle magnétique du Soleil se termine et s'affaiblit est connue sous le nom de frontière de l'espace interstellaire. L'héliosphère est une bulle magnétique remplie de plasma ou de gaz ionisé, le vent solaire, qui éloigne les lignes du champ magnétique du Soleil, projette des matériaux dans l'héliosphère avec ses propres champs magnétiques et particules chargées. Le plasma dans le milieu interstellaire exerce une pression vers l'intérieur sur le bord de l'héliosphère, créant une structure complexe et dynamique lorsque le vent solaire rencontre l'espace interstellaire. Il commence à s'affaiblir et à ralentir à environ 100 km/h, alors qu'il se déplaçait auparavant entre 600 et 700 km/h. Le choc terminal est le point où cela se produit. L'héliogène est la région dans l'héliosphère où le vent solaire continue de ralentir après le choc terminal, tandis que l'héliopause est le point le plus extérieur de l'héliosphère. Le vent solaire s'arrête et laisse place à l'espace interstellaire au niveau de l'héliopause, situé à environ 18 milliards de kilomètres du Soleil. Depuis le début de l'exploration spatiale humaine, seules 2 sondes ont atteint l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur du système solaire. Après son lancement en 1977, la sonde Voyager 1, la première à franchir cette frontière, a mis plus de 30 ans pour atteindre l'héliopause, une limite que les scientifiques considèrent comme marquant le début de l'espace interstellaire. Ce fut un accomplissement incroyable, envoyant des informations vitales à travers un milieu non influencé par le Soleil. En quittant le système solaire, nous atteindrons Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de la Terre, situé à environ 37 années-lumière. Dans la constellation du Centaure, il s'agit d'un système triple composé de 3 étoiles, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Proxima Centauri. Alpha Centauri EB est un système binaire composé d'Alpha Centauri A et B, 2 étoiles similaires au Soleil, respectivement de type spectraux G et K. Ces 2 étoiles principales ont une magnitude apparente de 0,27, ce qui les fait apparaître comme une seule étoile à l'œil nu. Seuls le Sirius et Canopus sont plus brillantes, faisant d'Alpha Centauri la plus brillante de la constellation et la 3e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Alpha Centauri B est plus petite et plus froide qu'Alpha Centauri A, avec une masse égale à 0, 9 fois celle du Soleil, et une luminosité inférieure à 0, 5 fois celle du Soleil, tandis qu'Alpha Centauri A1, 5 fois la luminosité, et 1 fois la masse du Soleil. Les 2 étoiles ont une période orbitale de 69 ans autour d'un centre commun. La distance entre A et B varie de 6 unités astronomiques, soit à peu près la distance entre Pluton et le Soleil, à 2 UA, soit à peu près la distance entre Saturne et le Soleil, en raison de l'excentricité de leur orbite elliptique. Dans le système Alpha Centauri, Proxima Centauri est l'étoile la plus proche du Soleil, située à environ
2 années-lumière de la Terre, Robert Innes, un astronome écossais, a découvert cette étoile en 1915. Proxima Centauri est une étoile naine rouge, le type d'étoile le plus commun. Elle est environ 7 fois plus petite que le Soleil et légèrement plus chaude que Jupiter, avec une température de 300 Kelvin. Notre Soleil, quant à lui, est à 5772 Kelvin. En fait, cette petite étoile n'est que 50% plus grande que Jupiter. Les étoiles naines rouges ont une longue durée de vie car elles consomment leur carburant à hydrogène très efficacement. Proxima Centauri devrait rester dans son état actuel pendant plus de 4000 milliards d'années. Bien que le système Alpha Centauri puisse être vu dans la constellation du Centaure, Proxima Centauri n'est généralement pas visible à l'œil nu. Proxima Centauri orbite autour des 2 autres étoiles du système, Alpha Centauri A et B. Proxima Centauri met 550 000 ans pour compléter une orbite autour de A et B, avec une magnitude visuelle apparente de 11. Proxima Centauri est la plus faible des 3 étoiles. Cette étoile émet de la lumière à un rythme beaucoup plus lent que le Soleil, avec une luminosité représentant seulement 0,17% de celle du Soleil. Cependant, Proxima Centauri est classée comme étoile flamboyante, sujette à de puissantes éruptions solaires qui peuvent entraîner des variations de luminosité d'une magnitude en quelques minutes. Ces éruptions, qui se produisent plusieurs fois par jour, peuvent être suffisamment puissantes pour rendre Proxima Centauri visible à l'œil nu. La plus grande éruption solaire jamais observée dans la galaxie de la Voie lactée a été émise par Proxima Centauri en 2019, brillant 14 000 fois plus intensément dans les longueurs d'onde ultraviolettes que d'habitude. Bien que Proxima Centauri vive plus longtemps que le Soleil, elle finira par subir le même sort. Proxima Centauri deviendra une étoile naine blanche car elle ne possède pas la masse suffisante pour se transformer en étoiles à neutrons ou en trous noirs lorsque son approvisionnement en hydrogène sera épuisé. En 2022, les astronomes ont détecté 3 planètes en orbite autour de Proxima Centauri. Proxima B, C et D, ce sont les planètes les plus proches en dehors du système solaire. Les étoiles naines rouges sont petites et froides, ce qui permet aux planètes d'orbiter très près d'elles tout en se trouvant dans la zone habitable. C'est la distance à laquelle l'eau, si elle existe, pourrait être liquide et potentiellement soutenir la vie. Proxima Centauri B a été découverte en 2016 et on estime qu'elle a environ 167% de la masse de la Terre, ce qui en fait probablement une planète rocheuse. Proxima Centauri B se situe toujours dans la zone habitable de Proxima Centauri, bien qu'elle soit beaucoup plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Elle orbite autour de Proxima Centauri tous les 11 jours terrestres à une distance d'environ 0,49 UA, soit plus de 20 fois plus près de Proxima Centauri que la Terre ne l'est du Soleil. Proxima Centauri B est probablement en rotation synchrone, comme notre Lune, avec un côté toujours tourné vers son étoile. Compte tenu de sa proximité avec son étoile, il est possible que de l'eau liquide existe du côté opposé, mais son habitabilité est incertaine en raison des radiations extrêmes et des éruptions de son étoile hôte. Proxima Centauri B subit l'attraction gravitationnelle de son étoile beaucoup plus fortement
que nous ressentons les effets des marées de notre Soleil, ici sur Terre. La Lune exerce plus de force marémotrice que le Soleil sur la Terre parce qu'elle est plus proche. Et les marées ne tirent pas seulement sur les océans, elles peuvent aussi déplacer l'air. Il est possible que l'attraction marémotrice sur l'atmosphère de Proxima Centauri b soit jusqu'à 500 fois plus forte que sur l'atmosphère terrestre. Il est probable que Proxima Centauri b approche de la force de marée maximale qu'une planète peut supporter tout en conservant une surface solide. Cependant, le climat et la météo de Proxima Centauri b sont en grande partie peu affectés par ces marées extrêmement élevées. Située juste à l'extérieur de la zone habitable, à environ 5 unités astronomiques de l'étoile naine rouge, se trouve l'exoplanète mini-Neptune, Proxima Centauris, qui est environ 7 fois plus grande que la Terre et orbite autour de son étoile tous les 900 jours terrestres. Découverte en 2019, cette super-Terre ou mini-Neptune semble briller beaucoup plus intensément que prévu pour sa taille, ce qui indique qu'elle pourrait être enveloppée de nuages de poussière ou entourée d'un système d'anneaux. Les astronomes estiment que la température de la planète est extrêmement froide, probablement proche de 233 degrés, ce qui la rend inhabitable en raison de sa distance à son étoile et de sa grande masse. L'attraction gravitationnelle de Proxima Centauri c a provoqué un vacillement de la vitesse de son étoile mère, ce qui a conduit à sa détection initiale en 2019. En 2020, des images du télescope spatial Hubble datant de 1995 ont été utilisées pour confirmer l'existence de Proxima Centauri c. C'est donc l'une des rares exoplanètes à avoir une confirmation visuelle. Une troisième planète a été découverte en 2022 autour de Proxima Centauri, l'exoplanète, connue sous le nom de Proxima Centauri 2, orbite autour de son étoile à une distance d'environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil et à environ 25% de la masse de la Terre. Proxima Centauri complète une orbite autour de son étoile tous les 5 jours terrestres en raison de sa grande proximité. Elle fait partie des exoplanètes les plus légères observées à ce jour par les scientifiques. En outre, en 2021, des scientifiques ont détecté ce qui pourrait être les premières indications d'une exoplanète orbitant autour d'Alpha Centauri A, également connue sous le nom de Rigil Kentaurus, dans la zone habitable de cette étoile. Le candidat C1 aurait une masse comprise entre celle de Saturne et de Neptune et orbiterait autour d'Alpha Centauri A à une distance d'environ 1 UA grâce à l'imagerie thermique directe. C1 a été détecté avec une élongation d'environ 0,1 seconde d'arc. Il semble être aussi lumineux qu'une planète géante, ce qui est cohérent avec le mouvement orbital d'une planète sur une orbite de 70 degrés. Le fait que C1 soit situé dans la zone habitable d'Alpha Centauri A et qu'il puisse être une mini-Neptune ou une super-Terre rend la découverte de cette exoplanète encore plus fascinante. Nous sommes presque certains que des planètes similaires à la Terre existent dans le système d'Alpha Centauri. Mais la grande question est de savoir si les humains pourraient un jour réellement y vivre. Le plus grand obstacle dans notre quête pour établir un nouveau foyer dans le système d'Alpha Centauri serait sans aucun doute de parcourir la distance immense qui nous sépare de ces 3 étoiles,
bien qu'Alpha Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre. Il est tout de même à plus de 4 années-lumière, soit environ 23, 5 trillions de miles ou 37, 8 trillions de kilomètres. Nous aurions besoin d'un vaisseau spatial beaucoup plus rapide ou d'un autre moyen de transport pour franchir une telle distance. La NASA affirme que la navette spatiale Discovery, retirée du service en 2011, avait une vitesse maximale d'environ 1500 miles par heure. Pourtant, il faudrait plus de 148 000 ans pour atteindre Alpha Centauri à cette vitesse constante. La NASA estime que même lorsque le vaisseau Orion, la capsule d'équipage liée au programme Artemis, sera prête à transporter des personnes, sa vitesse maximale sera d'environ 20 000 miles par heure. Cela ne réduira pas considérablement le temps de voyage vers Proxima Centauri, d'autant plus que ces véhicules sont conçus pour des voyages relativement courts vers la Lune ou Mars, plutôt que pour des expéditions hors du système solaire. Comme nous l'avons mentionné, les seules sondes à avoir quitté le système solaire jusqu'à présent sont Voyager 1 et Voyager 2, même à leur vitesse maximale de plus de 35 000 miles par heure. Il leur faudrait près de 40 000 ans pour parcourir 2 années-lumière et atteindre la frontière indistincte entre Proxima Centauri et notre système solaire. Cela signifie qu'il leur faudrait plus de 880 000 ans pour s'approcher de l'étoile. Après tout, il faut à la lumière plus de 4 ans pour atteindre Alpha Centauri. Un vaisseau spatial devrait être extrêmement petit et robotisé pour atteindre une étoile lointaine dans un délai raisonnable. Par exemple, en une génération. De plus, il aurait besoin d'une poussée d'énergie incroyablement puissante pour atteindre cette vitesse. C'est le concept de base du projet Breakthrough Starshot. En créant un nanovaisseau équipé d'une voile légère, appelé Starship, qui serait envoyé en orbite terrestre. Le vaisseau mère libérerait les minuscules sondes, une à une, qui voyageraient alors sur des faisceaux d'un immense réseau de lasers au sol. Le principal défi, cependant, réside dans l'atmosphère terrestre, qui déforme les lasers et la lumière entrante, rendant difficile l'application de la force nécessaire pour faire avancer un vaisseau spatial. Des lasers bien plus puissants au sol seraient non capables de maintenir une focalisation précise sur la mission spatiale grâce à de petits lasers montés sur des satellites, qui évalueraient en temps réel les effets atmosphériques. Pour lancer le vaisseau à un moment donné, il faut des lasers nécessitant une puissance astronomique de 100 gigawatts, soit l'équivalent de la consommation totale d'électricité des États-Unis. Cependant, les lasers n'ont besoin de fonctionner qu'à pleine puissance pendant 10 minutes. Ils prévoient d'utiliser 100 millions de lasers pour répartir l'énergie sur une superficie de 1 km². L'équipe de Starshot est déterminée à repousser les limites de l'exploration spatiale. Une fois les lasers éteints, l'objet filant à travers l'espace voyagerait à une vitesse impressionnante de 20% de celle de la lumière, soit plus de 130 millions de miles par heure ou 216 millions de kilomètres par heure, avec un diamètre de juste un peu plus de 10 mètres. Ce vaisseau pourrait atteindre Alpha Centauri en environ 22 ans. Cependant, il pourrait être considérablement ralenti par l'attraction gravitationnelle du Soleil et les débris interstellaires. Même si le vaisseau réussit à atteindre Alpha Centauri, il faudra 4 ans de plus pour que les signaux du vaisseau atteignent la Terre. Alpha Centauri se rapproche très lentement de la Terre
et ne pose aucun problème immédiat en 2024. La distance entre Alpha Centauri et la Terre est d'environ 26 années-lumière. Il sera à sa distance la plus proche en l'an 29 700, lorsqu'il sera à environ 3 années-lumière au cours de la durée de vie humaine. Ce lent changement de distance n'aura aucun impact notable sur la Terre ou le système solaire. L'espace est un endroit remarquable et nous en apprenons de nouvelles choses chaque jour. En laissant Alpha Centauri derrière nous, nous voyageons vers l'étoile de Barnard, la deuxième étoile la plus proche du Soleil à une distance de 95 années-lumière. Elle porte le nom d'Edward Emerson Barnard, l'astronome américain qui l'a découverte en 1916. Avec un âge estimé entre 11 et 12 milliards d'années, soit environ 2 fois celui du Soleil. L'étoile de Barnard est une étoile ancienne et probablement membre du disque épais de la Voie lactée. Les naines rouges, qui sont jeunes ou d'âge moyen, tournent souvent suffisamment rapidement pour produire des champs magnétiques puissants, ce qui peut entraîner des éruptions qui doublent rapidement la luminosité d'une étoile. Cependant, l'étoile de Barnard était trop vieille pour montrer ce type de comportement. Le 17 juillet 1988, Diane Pearson et ses collègues du Goddard Space Flight Center de la NASA ont révélé qu'une éruption similaire avait été libérée par l'étoile de Barnard. À cette époque, les spectres de l'étoile étaient obtenus à l'aide du télescope de 7 mètres de l'observatoire McDonald par William Cochrane de l'Université du Texas à Austin. Il espérait trouver des altérations qui indiqueraient l'existence de planètes en orbite. Au lieu de cela, il a vu des raies d'émission dans le spectre, montrant que l'étoile pourrait être en train de faire une éruption. 4 ans plus tard, l'enquête de l'équipe de Cochrane a révélé que l'éruption bleue chaude de l'étoile était similaire à celle des naines rouges plus jeunes, bien qu'elle soit assez vieille. La température de l'éruption était d'au moins 8000 kelvins, soit plus de 2 fois plus chaude que les 300 kelvins de l'étoile elle-même, alors que l'étoile de Barnard se rapproche de nous. Sa distance par rapport à la Terre diminue de 0,36 années-lumière par siècle à une vitesse incroyablement rapide de 108 km par seconde, soit 67 miles par seconde. Son approche la plus proche du Soleil sera à une distance de seulement 3,85 années-lumière d'ici l'an 11800. En termes de mouvement propre, l'étoile de Barnard est également l'étoile qui se déplace le plus rapidement dans le ciel terrestre. Une autre caractéristique qui rend l'étoile de Barnard unique est son grand mouvement propre d'environ 4 secondes d'arc par an, ce qui équivaut au diamètre de la Lune tous les 180 ans. Pour cette raison et sa relative proximité, elle est une cible idéale pour la recherche d'exoplanètes, car toute variation systématique de son mouvement à travers le ciel causée par des planètes en orbite serait plus visible. Enfin, une planète a été découverte autour de l'étoile de Barnard en 2018. La planète orbite l'étoile à une distance d'environ 60 millions de kilomètres sur une orbite de 233 jours et a une masse d'au moins 2 fois celle de la Terre. La planète ne se trouve pas dans la zone habitable en raison de la faible luminosité de l'étoile, et toute eau à sa surface serait probablement gelée. En nous éloignant davantage, à environ 6 années-lumière de la Terre, près de la constellation d'Orion,
nous trouvons Sirius, Sirius, également connu sous le nom d'étoile du chien ou Sirius A, est l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne terrestre, avec une masse 2 fois celle du Soleil. Sirius a un diamètre de Hunt, 5 millions de miles. Si elle était placée à côté de notre Soleil, Sirius le surpasserait en brillance de plus de 20 fois. Située dans la constellation du Grand Chien, Sirius est une étoile binaire. Le nom de l'étoile provient du mot grec « seiros », qui signifie lumineux ou brûlant, avec une température de surface d'environ 18 000 degrés Fahrenheit. Sirius a une teinte bleutée et est 25 fois plus brillante que le Soleil. Elle est clairement visible dans le ciel nocturne d'hiver de l'hémisphère nord. Les anciens connaissaient Sirius en raison de son extrême brillance. Cependant, les astronomes furent surpris lorsqu'ils découvrirent Sirius B, une étoile compagne, en 1862. Sirius B est visible à l'œil nu. Cependant, elle est 10 000 fois plus faible que Sirius A, grâce aux données du télescope spatial Hubble. Les astronomes ont finalement pu estimer la masse de cet objet faible en 2005, bien qu'il soit extrêmement difficile à observer depuis la Terre, à moins de 20 années-lumière du Soleil. Il y a environ 131 objets, y compris des étoiles, des naines brunes et des sous-naines brunes. Seules 22 étoiles sont suffisamment lumineuses pour être vues sans télescope, ce qui signifie que leur lumière visible doit avoir une magnitude apparente d'au moins 6. 5. La plus faible luminosité, visible à l'œil, nu depuis la Terre. Les 131 objets connus se trouvent dans environ 94 systèmes stellaires. Parmi ceux-ci, 103 sont des étoiles de la séquence principale, composée de 23 étoiles typiques de masse plus élevée et de 80 naines rouges. En outre, les scientifiques ont découvert 21 naines brunes, une sous-naine brune et 6 naines blanches. Les naines blanches sont des étoiles qui ont épuisé tout leur hydrogène fusionnable. Une naine rouge candidate connue sous le nom d'étoile de Scholz et son compagnon, naine brune, ont passé près du bord du nuage de Oort il y a environ 70 000 ans. À ce moment, elle est à environ 22 années-lumière du Soleil et a probablement déclenché une tempête de comètes qui prendra plus d'1 million d'années pour atteindre le système solaire interne. Les orbites des objets de la ceinture de Kuiper ont été affectées par son passage. D'autres étoiles, comme l'étoile de type GHD 767, ont également été étudiées. HD 777 est passé à proximité il y a environ 2 millions d'années et se trouve actuellement à environ 247 années-lumière de la Terre. Bien sûr, les interactions passées ne sont pas les seules à prendre en compte. Il y aura plus d'étoiles à l'avenir. Dans les 15 millions d'années à venir, 694 étoiles devraient s'approcher du système solaire à une distance de moins de 516 années-lumière, d'après les données de la deuxième publication de données du télescope Gaïa. 26 d'entre elles devraient arriver à moins de 3 années-lumière, et 7 autres à moins de 6 années-lumière, en raison du grand nombre d'étoiles à étudier. Ce chiffre est probablement bien plus élevé. Par exemple, une étoile qui s'approchait du système solaire il y a 10 millions d'années serait aujourd'hui à une distance de 600 à 6000 années-lumière du Soleil.
alors que des millions d'étoiles sont désormais plus proches du Soleil. Gégé Cendis est l'un des exemples les plus connus d'un passage proche futur. C'est une étoile orange d'environ 60% de la taille du Soleil, située dans la constellation du Serpent. Cette étoile se dirige vers nous à une vitesse de 5,439 km par heure, soit près de 32 000 miles par heure, dans 29 millions d'années. Elle passera à une distance de 10,520 UA du Soleil. Cela représente plus de 100 fois la distance de Pluton, qui orbite autour du Soleil à une moyenne de 39,5 UA. Mais cela reste suffisant pour perturber le système solaire. Si l'humanité est encore présente sur Terre à ce moment-là, il n'y aura pas de souci à avoir concernant des perturbations de notre orbite si Gégé Cendis a un quelconque effet. Il se limitera probablement au système solaire externe. Il ne devrait pas affecter quoi que ce soit à l'intérieur de 40 unités astronomiques, mais il pourrait perturber le nuage de Oort car il a une très grande probabilité de le traverser. Cela entraînerait pendant des millions d'années des pluies de comètes en direction du Soleil, pouvant conduire à l'observation d'environ 10 comètes visibles à l'œil nu chaque année. Les recherches d'étoiles proches du Soleil pourraient non seulement permettre de trouver d'anciennes comètes, mais aussi de prédire un avenir fascinant pour les observateurs terrestres dans des millions ou des milliers d'années. Le nuage interstellaire local, d'environ 30 années-lumière de diamètre, est l'endroit où le système solaire et d'autres étoiles et naines se déplacent actuellement ou à proximité. Le nuage interstellaire local est lui-même contenu dans la bulle locale, une cavité du milieu interstellaire d'environ 1000 années-lumière de diamètre avec une forme de cacahuète étrange. Notre Soleil était loin lorsque la bulle s'est formée il y a 14 millions d'années, mais il y a environ 5 millions d'années, son trajet l'a mené à l'intérieur de la bulle. Fait intéressant. Des étoiles se forment à la surface de la bulle, mais pas à l'intérieur. Il y a 7 régions de formation d'étoiles autour de cette bulle. Grâce à cette bulle locale, la vie est devenue possible sur Terre. Aujourd'hui, en nous éloignant davantage, nous atteignons la constellation d'Orion, à environ 1344 années-lumière de la Terre. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année, soit environ 6 000 milliards de miles ou 10 000 milliards de kilomètres. La constellation d'Orion est l'une des 88 constellations modernes et porte le nom d'un personnage de la mythologie grecque. Elle contient plus de 60 étoiles, dont Bételgeuse, une supergéante rouge située à environ 650 années-lumière. C'est l'une des plus grandes étoiles connues, avec un diamètre d'environ 767 millions de miles. Elle est environ 700 fois plus grande que le Soleil et possède une masse entre 10 et 20 fois celle du Soleil. Comme Bételgeuse pourrait n'avoir plus que 300 de carburant dans son noyau. Il y a une discussion continue à travers le monde pour savoir si elle explosera ou non. Le noyau de l'étoile s'effondrera en un trou noir lorsqu'elle brûlera ses dernières réserves, projetant les couches extérieures de l'étoile à des vitesses allant jusqu'à 25 000 mètres par seconde, soit 40 000 km par seconde. Les astronomes qualifient cette fin enflammée d'explosion de supernova, et dans le cas de Bételgeuse, ce sera un spectacle à couper le souffle pour les observateurs terrestres. Ces couches de gaz et de poussière brilleront dans notre ciel pendant plusieurs semaines, comparables en luminosité à la pleine lune. Étant donné que l'étoile est située
à seulement 650 années-lumière de la Terre. La plupart des astronomes pensent même qu'elle n'est pas encore prête à exploser. Les astronomes prévoient généralement qu'elle explosera dans les 100 000 prochaines années, ou bientôt sur une échelle de temps cosmique, pas humaine. Les autres étoiles célèbres de cette constellation se trouvent dans la ligne de la ceinture d'Orion, qui est composée de 3 étoiles situées vers le milieu de la constellation. Ce sont Alnitak, Alnilam et Mintaka. D'est en ouest, la ceinture est peut-être la caractéristique la plus reconnaissable d'Orion, car elle est visible dans le monde entier. Ces 3 étoiles supergéantes sont chacune des milliers ou des dizaines de milliers de fois plus lumineuses et plusieurs fois plus massives que le Soleil. Bien que ces étoiles semblent proches les unes des autres dans le ciel, elles sont en réalité séparées par des années-lumière. La ceinture d'Orion est principalement utilisée par les astronomes comme repère céleste lors de la recherche de M42, également connue sous le nom de nébuleuse d'Orion. M42 est située sous la ceinture et est l'un des objets de Messier les plus visibles pour les astronomes débutants, car elle est facile à localiser et à observer avec un télescope ou des jumelles. La regarder revient à observer une pouponnière céleste où naissent de nouvelles étoiles. L'un des plus grands nuages de gaz et de poussière de notre galaxie, la Voie lactée, est la nébuleuse d'Orion. Elle a environ 2 millions d'années et se trouve à environ même 300 années-lumière de la Terre. Parce que la magnifique nébuleuse a une luminosité apparente de +4, elle est même visible à l'œil nu, sur l'échelle de magnitude astronomique. +6 est l'objet le plus faible qui est visible dans des conditions d'éclairage optimales. Cette nébuleuse massive, qui a un diamètre compris entre 30 et 40 années-lumière, pourrait donner naissance à 1 millier d'étoiles. À l'intérieur de la nébuleuse se trouve un jeune amas ouvert d'étoiles, dont les étoiles sont encore faiblement liées par la gravité après s'être formées ensemble dans le nuage de gaz. Cet amas est parfois appelé l'amas d'étoiles de la nébuleuse d'Orion. Un groupe international d'astronomes a suggéré en 2012 que cet amas dans la nébuleuse d'Orion pourrait abriter un trou noir en son centre à travers de petits télescopes. Vous pouvez voir les 4 étoiles les plus brillantes de la nébuleuse d'Orion, connue sous le nom de trapèze. La nébuleuse d'Orion est illuminée par la lumière de ces jeunes étoiles chaudes du trapèze. En termes de durée de vie des étoiles, ces étoiles sont jeunes, ayant environ 1 million d'années. Une photo infrarouge de la nébuleuse d'Orion a été prise par le télescope spatial James Webb l'année dernière. Elle montre une explosion de poussière, d'étoiles et de nuages en rouge, violet et bleu sur un fond d'espace sombre. De plus, 540 objets de masse planétaire, avec des masses allant de 0, 6 fois la masse de Jupiter à celle de Jupiter elle-même, ont été découverts par James Webb à l'intérieur de la nébuleuse. Parmi ces objets de masse planétaire, les plus fascinants sont les objets binaires de masse Jupiter, qui ne sont pas des objets séparés, orbitant seuls dans l'espace. Notre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale. Une galaxie spirale ressemble à un disque plat en rotation avec une bosse au centre et des bras spiraux qui s'étendent à partir de la bosse, bien qu'il y ait de nombreux bras mineurs et seulement 2 bras majeurs dans notre galaxie spirale. Les astronomes pensaient autrefois
qu'il y avait 4 bras majeurs. Les scientifiques ont découvert que seulement 2 bras partant des extrémités d'une barre centrale d'étoiles dominent la belle structure spirale de la Voie lactée. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce au télescope spatial Spitzer de la NASA, utilisant des images infrarouges. Les 2 bras majeurs de la galaxie, Scutum Centaure et Persée, sont visibles aux extrémités d'une barre centrale épaisse, tandis que les 2 bras mineurs désormais rétrogradés, Norma et Sagittaire, sont situés entre les bras majeurs et sont moins distinctes, bien que les bras mineurs soient principalement constitués de gaz et de zones où se forment des étoiles. Les bras majeurs ont les plus grandes densités d'étoiles, jeunes et anciennes. Les radioastronomes utilisent de grands télescopes pour étudier les mouvements des nuages d'hydrogène qui tracent les bras, avec un angle de spirale d'environ 9 degrés. Le bras de Persée a une extension spirale, mesure plus de 60 000 années-lumière de long et 1000 années-lumière de large, et contient la célèbre nébuleuse du Crabe. En plus de doubles amas, d'autre part, le bras de Scutum Centaure mesure environ 55 000 années-lumière de long et 1000 années-lumière de large. Notre système solaire se situe entre 2 bras spiraux proéminents, le bras de Persée et le bras de Scutum Centaure. Cependant, nous ne flottons pas complètement librement dans l'espace vide. Nous sommes situés au bord du bras d'Orion Cygne, parfois appelé le bras d'Orion ou bras local, qui est un petit bras spiral. Ce bras spiral s'étend sur environ 10 000 années-lumière de long et 3 500 années-lumière de diamètre. Cependant, une analyse de 2016 indique que sa longueur pourrait dépasser les 20 000 années-lumière. Le bras d'Orion tire son nom de la constellation d'Orion. Le système solaire se trouve dans la bulle locale, sur le bord intérieur du bras d'Orion, à 26 000 années-lumière du centre galactique, à mi-chemin de la longueur du bras d'Orion. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Soleil met 250 millions d'années pour effectuer une rotation complète autour de la Voie lactée. Cela est appelé une année cosmique ou année galactique. Ainsi, au cours de sa durée de vie, on estime que le Soleil n'a accompli que 18 à 20 orbites. Depuis les débuts de l'humanité, le système solaire orbite autour de la Voie lactée à une vitesse d'environ 220 km par seconde, soit 0,113% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le système solaire met environ 1400 ans pour parcourir une année-lumière, ou 8 jours pour parcourir une unité astronomique. En suivant l'écliptique, le système solaire se dirige vers la constellation zodiacale du Scorpion. La dernière fois que le système solaire se trouvait à cette position dans la Voie lactée, les dinosaures étaient encore présents sur Terre. Qui sait quand cela se reproduira? L'humanité pourrait être éteinte ou avoir évolué en quelque chose de complètement différent. Notre position dans la galaxie est importante, car il semble que les galaxies possèdent des zones habitables, tout comme les systèmes planétaires. Étant donné que beaucoup d'étoiles de la Voie lactée orbitent autour de la galaxie en suivant des trajectoires qui les font traverser les bras spiraux mortels, un incroyable 95% d'entre elles pourraient ne pas être capables de soutenir des planètes habitables. Les radiations émises par les étoiles denses sont mortelles pour toute étoile qui traverse ses essaims stellaires. Pour maintenir son alignement avec la rotation de la galaxie, notre système solaire orbite suffisamment loin du centre galactique
pour rester dans la région plus calme, entre les bras spiraux, dans une galaxie vaste et complexe. La Terre et ses planètes voisines sont bien situées dans une région tranquille et riche en ressources. En nous rapprochant du centre de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 900 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scutum, nous atteignons Uhuai Scuti, considérée comme l'une des plus grandes étoiles connues. Elle a un rayon de 18 milliards de kilomètres, soit 1700 fois celui du Soleil. Cela donne à l'étoile un diamètre de plus de 8 unités astronomiques, l'équivalent de 8 OT fois la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. En raison de l'immense taille de cette étoile hypergéante, sa surface extérieure s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter, qui est environ 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. La nébuleuse de gaz éjectée par l'étoile s'étend sur 400 fois la distance entre la Terre et le Soleil, bien au-delà de l'orbite de Pluton. Pour mettre cela en perspective, plus d'1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil, mais environ 5 milliards de soleils pourraient tenir dans une sphère de la taille de Uhuai Scuti, sans surprise. Uhuai Scuti est classée comme une étoile hypergéante, une classification qui vient après supergéante et géante normale, bien qu'elle soit la plus grande en taille. Elle n'est pas l'étoile la plus lourde ou la plus massive. Le terme « masse » dans « massive » se réfère à la quantité de matière dans l'étoile. L'étoile la plus lourde est Scientia 1, qui pèse environ 300 fois la masse du Soleil, mais n'a que 40 fois le rayon du Soleil. D'un autre côté, Uhuai Scuti est nettement plus grande que le Soleil, bien qu'elle n'ait que de 7 à 10 fois la masse du Soleil. De plus, être si massive ne signifie pas que Uhuai Scuti est très chaude. En fait, sa surface est presque 2 fois moins chaude que celle de notre Soleil. Un autre aspect qui rend Uhuai Scuti particulièrement intéressant est qu'il s'agit d'une étoile variable. Au fil du temps, des variations de luminosité peuvent être observées en raison des fluctuations continues de la matière à la surface et près de celle-ci, provoquées par la lutte instable entre les forces de gravité et de fusion. Ces étoiles intéressent particulièrement les astronomes, car elles permettent de mieux comprendre les mécanismes internes des étoiles. Bien qu'on pense que Uhuai Scuti, comme beaucoup d'autres étoiles, est capable de soutenir un système planétaire, il est possible que les exoplanètes les plus proches aient déjà été englouties par l'expansion de l'étoile hôte. De plus, Uhuai Scuti est si faible qu'il est peu probable que nous puissions jamais observer directement ces exoplanètes. En nous rapprochant du centre de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière, nous découvrons une énigme céleste, Sagittarius A. Ce trou noir supermassif est un monstre cosmique incroyable, dépassant notre compréhension. Sagittarius n'est pas un trou noir ordinaire. Sa masse est estimée à 3 millions de fois celle de notre Soleil. Imaginez compresser des millions de soleils en un seul point, une singularité gravitationnelle où l'espace et le temps se déforment au-delà de toute reconnaissance. Ce monstre massif se trouve au cœur de la Voie lactée, notre galaxie spirale. Un trou noir est une région de l'espace si densément remplie de masse
que rien ne peut en échapper, pas même la lumière. Un trou noir est invisible pour nous, mais les télescopes peuvent détecter la matière qui l'entoure, la matière environnante, composée de gaz et de poussière, s'échauffe et libère des radiations détectables. Dans certains cas, les télescopes peuvent observer l'influence gravitationnelle d'un trou noir sur les mouvements des étoiles voisines. L'observer directement est un défi redoutable, car Sagittarius A est obscurci par une couche dense de poussière qui empêche les observations optiques. Cependant, les astronomes ont développé des stratégies ingénieuses pour percer ce rideau cosmique. Le télescope Event Horizon, un réseau de radiotélescopes couvrant la planète, a marqué l'histoire en avril 2019 lorsqu'il a réussi à obtenir la deuxième image jamais prise d'un trou noir. Cette découverte est survenue après que la collaboration EHT ait publié la première photo de M87, le trou noir au centre de la galaxie Messier 47, plus éloigné. En 2019, Sagittarius A apparaissait sur la photo comme une silhouette sombre sur un fond lumineux. Cette région turbulente, connue sous le nom de disque d'accrétion, alimente en matière le trou noir affamé, provoquant des éclats occasionnels de rayons X, bien que Sagittarius A soit moins massif et plus de 1000 fois plus petit que M47. Les deux trous noirs se ressemblent remarquablement. Le disque de gaz qui l'entoure, qui s'étend sur une distance de 5 à 30 années-lumière, peut atteindre des températures allant jusqu'à 18 millions de degrés Fahrenheit. Non seulement le trou noir supermassif au centre de notre galaxie tourne, mais il le fait à une vitesse quasi maximale, absorbant tout sur son passage. Les physiciens utilisent de l'observatoire à rayons X-Chandra de la NASA pour étudier les rayons X et les ondes radio provenant des flux de matière afin de mesurer la vitesse de rotation du trou noir, supermassif dans la Voie lactée. La vitesse de rotation d'un trou noir est représentée par la lettre A et varie de 0 à 1, où 1 est la vitesse de rotation maximale pour un trou noir donné, représentant une part significative de la vitesse de la lumière. Les physiciens ont découvert que Sagittarius A tourne à une vitesse comprise entre 0,44 et 0,96, ce qui est proche de la limite supérieure déterminée par la taille d'un trou noir. La rotation d'un trou noir diffère de celle des autres corps célestes. Les trous noirs sont véritablement des régions de l'espace-temps, définies par une limite extérieure non physique appelée l'horizon des événements, au-delà de laquelle aucune lumière ne peut s'échapper. Contrairement aux planètes, aux étoiles et aux astéroïdes, qui sont des objets solides avec des surfaces physiques, les trous noirs tournent de manière à déformer littéralement l'espace-temps lui-même, entraînant tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'ergosphère avec eux. Ce phénomène est connu sous le nom de traînée de référentiel ou effet lens theoring, ce qui implique que comprendre la rotation d'un trou noir est essentiel pour comprendre comment l'espace se comporte autour de lui. De plus, la traînée de référentiel autour des trous noirs produit des effets visuels étranges lorsque la lumière s'approche d'un trou noir en rotation. Son chemin est tordu ou courbé en raison de la rotation de l'espace-temps, provoquant un processus connu sous le nom de lentille gravitationnelle, où l'attraction gravitationnelle du trou noir en rotation dévie le chemin de la lumière. Les effets de la traînée de référentiel peuvent produire des anneaux lumineux et même l'ombre d'un trou noir.
Ce sont des exemples de la manière dont la lumière est affectée par l'attraction gravitationnelle d'un trou noir. La vitesse théorique maximale d'un trou noir est déterminée par la façon dont il se nourrit de matière et donc comment il croît. Lorsque la matière tombe dans un trou noir, elle augmente la rotation du trou noir. Mais il y a une limite à la quantité de moment angulaire qu'il peut posséder. La masse du trou noir est un autre facteur. L'attraction gravitationnelle des trous noirs plus massifs est plus forte, ce qui rend plus difficile de les accélérer. Cela pourrait expliquer pourquoi le trou noir supermassif en rotation au centre de la galaxie M87, le premier trou noir jamais photographié, tourne à une vitesse comprise entre 0, 89 et 0, 14, malgré une masse équivalente à 5 milliards de fois celle du Soleil. Pendant ce temps, Sagittarius A, avec une masse équivalente à environ 5 millions de soleils, à une vitesse de rotation comprise entre 0, 84 et 0, 14. Cependant, un phénomène étrange s'est produit lors de la recherche sur ce trou noir. Certains scientifiques pensent que Sagittarius A n'est peut-être pas un trou noir, après tout. Il pourrait s'agir plutôt d'une immense concentration de matière noire. Imaginez une masse sombre de matière invisible formant la structure de base de notre galaxie, Sagittarius. Ce n'a jamais été directement confirmé, malgré le fait qu'on pense généralement qu'il s'agit d'un trou noir. Pour faire simple, c'est un émetteur radio extrêmement lumineux situé au cœur galactique de la Voie lactée. La communauté astronomique a rencontré un problème complexe lorsque le nuage de gaz G2 s'est approché un peu trop près de Sagittarius A. Le nuage de gaz G2 a simplement continué à dériver sans subir de changement notable, alors qu'un trou noir supermassif aurait dû l'attirer et le détruire. Observer l'interaction entre Sagittarius A et le nuage de gaz G2 a révélé que G2 n'était pas un nuage de gaz ordinaire, comme l'indique l'absence d'effet. Les scientifiques ont expliqué qu'au moins 2 composants devaient être présents pour permettre au nuage de passer aussi près du trou noir sans être dévoré. L'un est un nuage de gaz froid et de faible masse, et l'autre est un segment très compact, comme un objet poussiéreux, qui a dominé l'émission détectée de G2 lorsqu'il est passé à proximité. Cependant, les astronomes pourraient être encore plus préoccupés par la possibilité que Sagittarius TE ne soit pas vraiment un trou noir. Initialement, les scientifiques ont créé une simulation de notre galaxie car ils étaient intrigués par l'idée que le centre de la Voie lactée pourrait en réalité être une masse de matière noire. Les chercheurs ont découvert que même en remplaçant le centre galactique, la galaxie de la Voie lactée continuait d'exister et de fonctionner de manière essentiellement identique dans les simulations. Le comportement de la courbe de rotation dans le halo extérieur de la Voie lactée était identique à celui des étoiles voisines, ou celles liées à la source radio Sagittarius A. Poussant leurs recherches plus loin, ils ont proposé que les darkinos, une famille de particules liées aux fermions, pourraient constituer la masse au centre de la Voie lactée, en dehors de leurs caractéristiques extrêmes, comme le fait d'engloutir tout ce qui les entoure. Si les darkinos se regroupaient en un objet massif, ils auraient les mêmes propriétés qu'un trou noir, Sagittarius A.
est principalement inactif et ne consomme que de manière occasionnelle du gaz ou de la poussière, mais sa masse est estimée à des millions de fois celle de notre Soleil. Bien qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse concernant le trou noir supermassif, les futures observations du télescope Event Horizon devraient m'aider à éclaircir ces mystères. Les trous noirs de masse stellaire et de masse intermédiaire se forment lorsque des étoiles massives cessent la fusion nucléaire et ne peuvent plus se soutenir contre un effondrement gravitationnel complet. Le mécanisme de formation des trous noirs supermassifs comme Sagittarius A reste flou, car il n'y a pas d'étoiles assez grandes pour s'effondrer directement en un trou noir de cette taille. Deux explications possibles existent. Soit des trous noirs plus petits fusionnent pour former des trous noirs plus grands, soit des trous noirs plus petits grossissent énormément en consommant du gaz et de la poussière de leur environnement. Sagittarius A restait une merveille astronomique, un mystère cosmique au cœur de la Voie lactée. À mesure que notre compréhension s'approfondit, nous continuons à percer les secrets de notre galaxie. Structure de la Voie lactée. En 1917, l'astronome américain Arlo Shapley a fourni la première mesure fiable de la taille de la galaxie. Il a déterminé cette taille en étudiant la répartition spatiale des amas globulaires, contrairement à ce que l'on croyait auparavant. Shapley a découvert que la galaxie est énorme, avec le Soleil plus proche de sa périphérie que de son centre, et non dans un système relativement compact. En supposant que les amas globulaires entourent la galaxie, il a calculé que celle-ci a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, soit 600 000 billions de miles. Le Soleil se trouve à environ 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Ces valeurs se sont révélées remarquablement précises au fil des ans. Le disque stellaire de la Voie lactée correspond à peu près à la taille prédite par le modèle de Shapley. La matière noire, ou matière invisible, pourrait occuper un volume encore plus grand que prévu, tandis que l'hydrogène neutre est légèrement plus largement réparti, selon des calculs récents. Une zone de matière noire comprenant quelques étoiles visibles pourrait avoir un diamètre d'environ 2 millions d'années-lumière. En plus de posséder plusieurs galaxies satellites, la Voie lactée fait partie du groupe local de galaxies, qui est lui-même un sous-groupe de l'amas de la Vierge, composant de l'amas Laniakea. Notre galaxie abrite au moins 100 à 400 milliards d'étoiles et au moins autant de planètes. La Voie lactée, comme tout autre élément de l'espace, est en mouvement. Le rayonnement issu du Big Bang, connu sous le nom de fond diffus cosmologique, sert de point de référence pour calculer la vitesse des objets dans l'espace. On estime que la Voie lactée se déplace à une vitesse d'environ 600 km/s au sein du groupe local de galaxies. Comme les étoiles les plus anciennes de la Voie lactée sont presque aussi vieilles que l'univers, elles se sont probablement formées peu après les âges sombres du Big Bang. Le noyau galactique est le site d'une vaste gamme d'activités, apparemment alimentée par le trou noir. La région émet des rayons X et de la lumière infrarouge, et il est possible d'y observer des nuages de gaz se déplaçant rapidement. Les données montrent clairement que de la matière, y compris du gaz provenant de la direction Z, perpendiculaire au plan galactique, est attirée vers le trou noir depuis l'extérieur de la zone nucléaire. À mesure que le gaz s'approche du trou noir, la forte force gravitationnelle de l'objet central comprime le gaz en un disque en rotation rapide, qui s'étend sur environ 5 à 30 années-lumière
à partir du trou noir. Autour du noyau se trouve une vaste bosse d'étoiles, presque sphérique, composée principalement d'étoiles de population 2, bien qu'elle soit relativement riche en éléments lourds. La métallicité d'une étoile, c'est-à-dire la quantité d'éléments plus lourds que l'hélium dans sa composition, permet de diviser les étoiles en 3 grands groupes de population. Les étoiles de population 3 sont les plus anciennes, tandis que les étoiles de population 4, comme notre Soleil, sont les plus jeunes. La partie du disque de la galaxie contient des étoiles de population Q, dont l'âge varie de 0 à 10 milliards d'années. Les bras spiraux abritent les étoiles les plus jeunes. Les orbites des étoiles de population Tsui sont bien organisées, suivant des trajectoires circulaires dans le plan médian du disque galactique. Les jeunes amas d'étoiles de population I sont appelés amas ouverts, car les étoiles y sont faiblement liées entre elles, contrairement aux vieux amas globulaires concentrés. Comparés aux étoiles de population 2, les étoiles de population comptent une abondance plus élevée d'éléments plus lourds que l'hélium, que les astronomes appellent souvent des métaux. Les étoiles de population, les plus anciennes, ont des orbites légèrement excentriques, les éloignant jusqu'à 3000 années-lumière du plan du disque, avec une abondance de métaux représentant 0, 1 fois celle du Soleil, les étoiles de population 2. En revanche, occupent les composantes sphéroïdales du halo stellaire et du bulbe, avec des masses inférieures ou égales à 0, 8 masses solaires, comme elles sont anciennes. Leur âge varie de 10 à 13 milliards d'années. Leurs orbites sont plus aléatoires que celles des étoiles de population 8 et sont très elliptiques en tant que groupe. La composante sphéroïdale présente peu de rotation globale. Les étoiles de population 2 se trouvent dans des amas globulaires, ce qui a aidé les astronomes à localiser le centre de la galaxie, car ces amas tournent autour du centre galactique comme des abeilles autour d'une ruche. En revanche, les étoiles de population 3 n'ont pas été observées directement. On pense qu'elles contiennent pratiquement aucun élément lourd et qu'elles sont les premières étoiles formées dans l'univers primitif peu après le Big Bang. Ces étoiles étaient extrêmement massives et chaudes, brûlant leur carburant rapidement pour créer des éléments plus lourds à partir de l'hydrogène et de l'hélium. Lorsqu'elles sont mortes, elles ont explosé en supernovae, dispersant certains de ces éléments dans l'espace. On pense que les étoiles de population 3 ont créé les premiers éléments lourds qui sont devenus partie intégrante des étoiles ultérieures, jouant un rôle clé dans la formation des premières galaxies. De nombreux amas globulaires d'étoiles liées sont mélangés à ces étoiles, et les deux, étoiles et amas, orbitent autour du noyau presque radialement. Notre galaxie est entourée d'un immense halo de gaz chaud qui s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années-lumière de diamètre. Ce halo est un nuage sphérique d'étoiles entourant la galaxie, avec une masse à peu près égale à la masse totale de toutes les étoiles de la Voie lactée. Les astronomes ont proposé que le halo de la Voie lactée soit composé de 2 populations d'étoiles. Les découvertes de l'observatoire de Paranal indiquent que les étoiles du halo intérieur ont 5 milliards d'années, tandis que l'on pense que le halo extérieur est constitué d'étoiles provenant de systèmes galactiques plus petits. Les étoiles du halo sont plus anciennes et ont une teneur en métaux plus faible que la plupart des étoiles du disque de la Voie lactée. Le halo contient également du gaz et de la matière noire, servant de preuve
à la collision de deux galaxies il y a des milliards d'années, renforçant l'idée que la Voie lactée a une histoire d'origine dynamique. Dans le halo stellaire de la Voie lactée, les astronomes ont trouvé plus de 200 étoiles variables lointaines, connues sous le nom d'étoiles RR Lyrae, qui sont des chandelles standards importantes utilisées pour mesurer les distances astronomiques et que l'on trouve souvent dans des amas globulaires. L'étoile la plus éloignée de la Terre se trouve à environ 1 million d'années-lumière, soit presque à mi-chemin de la galaxie d'Andromède. Environ 90% de la matière dans notre galaxie est de la matière noire, invisible à l'œil humain, tandis que les étoiles constituent les 10 à 15% restants de la matière visible dans la Voie lactée, principalement composée de gaz et de poussière. Des simulations de gaz et de poussière dans la rotation de la Voie lactée ont montré que la grande quantité de matière noire crée un halo invisible, sans matière noire. Les étoiles de la Voie lactée orbiteraient beaucoup plus lentement que ce qui est observé. L'anneau poussiéreux de la Voie lactée est visible dans le ciel nocturne par temps clair, comme nous nous trouvons à environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Nous ne pouvons pas capturer une image complète du disque. Toute représentation de notre galaxie que vous avez vue est soit une interprétation d'artiste, soit une image d'une autre galaxie spirale. Nous n'avons pas une image complète de la Voie lactée parce que nous ne pouvons capturer des images qu'à partir de l'intérieur de la galaxie. Alors, pourquoi croyons-nous que la Voie lactée est une galaxie spirale barrée? Plusieurs indices existent. Le premier indice sur la forme de la Voie lactée vient de la bande lumineuse d'étoiles qui s'étend dans le ciel, dans les zones où les nuits sont sombres. Cette bande d'étoiles est visible à l'œil nu et résulte de la vision du disque d'étoiles qui compose la Voie lactée depuis l'intérieur du disque, indiquant que notre galaxie est principalement plate. De nombreux télescopes, sur Terre et dans l'espace, ont pris des photos du disque de la Voie lactée en capturant une série d'images dans différentes directions. À l'instar de la création d'une photo panoramique avec votre téléphone ou votre appareil photo, la concentration d'étoiles dans une bande confirme que la Voie lactée est une galaxie spirale. Si nous vivions dans une galaxie elliptique, les étoiles de notre galaxie seraient réparties dans tout le ciel au lieu d'être concentrées dans une seule bande. Les premières théories sur la Voie lactée suggéraient que la galaxie ne mesurait que quelques milliers d'années-lumière de large jusqu'à environ 1 siècle. Et la plupart des gens croyaient qu'elle constituait l'ensemble de l'univers. Même si d'autres galaxies avaient été découvertes, on pensait qu'il ne s'agissait que de petits objets au sein de notre propre galaxie. L'astronome français Charles Messier découvrit les premières galaxies au XVIIe siècle, bien qu'il ne se rendit pas compte de leur nature à l'époque, en tant qu'observateur de comètes expérimentés. Messier remarqua plusieurs objets flous supplémentaires dans le ciel, dont il était certain qu'ils n'étaient pas des comètes, pour aider d'autres chasseurs de comètes à éviter une confusion similaire. Il créa une liste. Celle-ci comprenait 110 amas d'étoiles et nébuleuses spirales, désignées par un M suivi d'un numéro, comme M51. Il fallut près de 300 ans aux astronomes pour comprendre ces nébuleuses spirales floues. Certains astronomes soutenaient que ces nébuleuses étaient des univers îles, ou des objets similaires à la Voie lactée qui existaient en dehors d'elle. D'autres pensaient que ces objets spirales étaient des nuages de gaz au sein de la Voie lactée.
Le débat continua jusqu'aux années 1920, lorsque l'astronome américain Edwin Hubble mesura la distance précise d'une nébuleuse spirale. En 1923, en étudiant la nébuleuse d'Andromède, Hubble découvrit une étoile variable céphéide au sein de la nébuleuse. La relation entre la luminosité d'une étoile céphéide et sa période avait d'abord été identifiée au début des années 1900 par l'astronome américaine Henrietta Leavitt. Cette relation, appelée aujourd'hui la relation période-luminosité, permet aux astronomes de calculer la vraie brillance d'une étoile céphéide en déterminant sa période, observable en mesurant les changements de luminosité sur plusieurs jours ou semaines. Hubble utilisa la relation PL pour déterminer que l'étoile céphéide qu'il observait dans M31 se trouvait en dehors de notre propre galaxie. Cette découverte mit fin au débat sur les nébuleuses spirales et prouva qu'il s'agissait en fait de galaxies lointaines similaires à la Voie lactée. Hubble continua d'étudier les distances galactiques en utilisant les céphéides et publia ses découvertes en 1929. Dans son travail, Hubble créa un graphique montrant les distances des galaxies en utilisant les céphéides et leur vitesse, déterminées en estimant le décalage vers le rouge de leur spectre. La plupart des galaxies s'éloignent de nous, ou reculent. Comme l'indique ce graphique, Hubble découvrit que le taux de récession, appelé la vitesse de récession, est directement corrélé à la distance qui nous sépare. C'est-à-dire que plus les galaxies sont éloignées, plus elles reculent rapidement. Cette relation est aujourd'hui connue sous le nom de loi de Hubble. Au début, les estimations de Hubble sur la vitesse de récession étaient très élevées, car à l'époque, les astronomes ne savaient pas qu'il existait plusieurs types d'étoiles céphéides, chacune ayant des relations période-luminosité légèrement différentes. Avec les avancées de l'astronomie, la valeur de la pente du graphique, appelée constante de Hubble, fut affinée. Aujourd'hui, la valeur acceptée est d'environ 65 km/s, ce qui signifie que les galaxies reculent de 65 km/s supplémentaires pour chaque mégaparsec qui les éloigne de nous. Il existe des trillions de galaxies dans l'univers, chacune contenant jusqu'à plusieurs centaines de milliards d'étoiles, de la même manière que l'étude des atomes nous aide à comprendre les propriétés des matériaux. L'étude des galaxies nous aide à comprendre l'univers. Comprendre comment les galaxies se forment et évoluent est crucial pour notre compréhension du cosmos. Alors que l'étude de la formation des galaxies a commencé il y a environ 50 ans, avec les travaux de Egan, Lynden-Bell et Sandage, nous ne comprenons pas encore entièrement ce processus. De nombreux détails restent à explorer. Observer des galaxies autres que la nôtre donne des indications sur l'évolution de l'univers. Cependant, la seule galaxie pour laquelle nous disposons de nombreuses données sur les étoiles individuelles est la nôtre, la Voie lactée. Les autres galaxies sont tout simplement trop éloignées pour des observations détaillées, étoile par étoile. Néanmoins, comprendre la Voie lactée offre des perspectives significatives sur l'univers plus vaste, car environ 50% des étoiles dans l'univers moderne résident dans des galaxies similaires à la Voie lactée. L'histoire et le développement de la Voie lactée sont un microcosme de l'évolution de l'univers. Peu après le Big Bang, il y a environ 61 milliards d'années. La Voie lactée a commencé sous la forme d'une ou plusieurs petites surdensités
dans la distribution de la masse de l'univers. Ces surdensités sont devenues les graines des amas globulaires, où se sont formées les étoiles les plus anciennes de la Voie lactée. Environ la moitié de la matière de la Voie lactée pourrait provenir d'autres galaxies lointaines. Ces étoiles et groupes d'étoiles forment désormais le halo stellaire de la Voie lactée. À mesure que la masse de la Voie lactée augmentait, elle commença à tourner plus rapidement, compressant son milieu interstellaire en une forme de disque. Ce disque devint le site de formation des générations d'étoiles suivantes. Au cours de son histoire, la Voie lactée a absorbé de nombreuses galaxies plus petites, grandissant progressivement pour atteindre sa taille actuelle. Les simulations cosmologiques suggèrent que, durant les 12 derniers milliards d'années, la Voie lactée a fusionné avec plus d'une douzaine de galaxies plus petites, dont une galaxie particulièrement massive appelée Kraken, qui a fusionné avec la Voie lactée il y a environ 11 milliards d'années. Même aujourd'hui, la Voie lactée est en train de consommer la galaxie naine du Grand Chien, ajoutant ses étoiles à la spirale de notre galaxie. Actuellement, la Voie lactée se dirige vers la galaxie d'Andromède à une vitesse de 400 000 km/h. On s'attend à ce que les deux galaxies entrent en collision dans environ 4-5 milliards d'années. La Voie lactée et Andromède sont les deux plus grandes galaxies du groupe local et, en raison de leur attraction gravitationnelle mutuelle, elles sont destinées à fusionner avant que l'énergie noire ne devienne dominante. Ces galaxies étaient déjà gravitationnellement liées. Cette fusion devrait modifier de manière spectaculaire le ciel nocturne terrestre. La Voie lactée est actuellement en orbite autour d'un point dans l'espace situé à mi-chemin entre elle et la galaxie d'Andromède, bien que cela puisse paraître difficile à croire. Les experts pensent que notre système solaire survivra probablement à cet événement colossal. En effet, les galaxies sont principalement constituées d'espaces vides, de sorte que la collision n'aura pas d'impact significatif sur notre système solaire. Malgré le fait que chacune des galaxies contienne environ 100 milliards d'étoiles, elles restent très éloignées les unes des autres. Andromède est actuellement située à 2-5 millions d'années-lumière de la Terre. De la même manière qu'un objet en chute libre accélère à mesure qu'il se rapproche du sol. Andromède sera attiré plus rapidement vers la Voie lactée à mesure que leurs forces gravitationnelles augmenteront. Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède commenceront une interaction violente, se déchirant mutuellement. Finalement, les formes distinctes de ces deux galaxies spirales seront perdues. La destruction cosmique se poursuivra jusqu'à ce que les trous noirs supermassifs au centre des deux galaxies entrent en collision et fusionnent. À ce stade, ni la Voie lactée ni Andromède ne subsisteront en tant que galaxies spirales distinctes. À la place, elles formeront un tout nouveau type de galaxie, une galaxie elliptique, qui deviendra le nouveau foyer de notre système solaire. Mais qu'en sera-t-il de la vie sur Terre à ce moment-là? Eh bien, dans environ 7-5 milliards d'années, le Soleil s'étendra et deviendra une géante rouge, engloutissant la Terre. Cela marquera la fin de l'existence de la Terre. Cependant, bien avant cela, dans environ 4 milliards d'années, le rayonnement solaire augmentera progressivement, provoquant une hausse des températures de surface de la Terre. Cela pourrait déclencher un effet de serre incontrôlable, similaire à ce qui se passe actuellement sur Vénus, rendant peu probable la survie de la vie sur Terre après la fusion.
Cela dit, il est possible qu'à ce moment-là, l'humanité ait développé la technologie pour voyager dans l'espace et qu'elle ait déjà quitté la Terre et le système solaire. Peut-être serons-nous en mesure d'observer la collision entre Andromède et la Voie lactée depuis un autre point de vue dans l'espace. En réfléchissant à cet événement cosmique, cela nous rappelle à quel point nos vies sont brèves à l'échelle de l'univers. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, spectateurs d'une histoire cosmique qui se déroule sous nos yeux, pour une raison quelconque. Nous sommes ici maintenant, assis à contempler l'univers, nous, enfants de l'univers, nés d'éléments simples au cours de milliards d'années. Regardons désormais avec émerveillement l'obscurité infinie de l'espace et nous nous interrogeons sur tout cela.